Merci d'être venus nombreux pour assister à ma conférence qui va parler d'expérience utilisateur avec un focus notamment sur le respect des standards du web et sur la web performance. Je suis Erwan Boyer, expert en web performance et créateur d'une petite entreprise qui est l'agence web performance. Globalement, on est des experts du domaine et on pratique des audits, de l'optimisation, de l'accompagnement client sur ces sujets-là. Et je note également au passage que je suis titulaire d'une certification Opquast qui est très intéressante pour tous ceux qui évoluent dans le domaine du web. Vous pouvez me retrouver également, j'ai mis mes réseaux sociaux pour ceux qui sont intéressés par ce sujet dont je parle régulièrement. Et donc, on va se focaliser notamment sur les SPA. Et j'ai une première question, puisque si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse certainement. Qui, dans cette salle, pense que les SPA et l'utilisation des frameworks JavaScript modernes constituent un atout en termes de performance? Je vous invite à lever la main. Ok, je vois quelques mains timidement levées. Bon, il y a eu un petit spoil ce matin. Mais finalement, ceux qui ont levé la main, vous avez raison. Les SPA ont des atouts, en tout cas en termes de performance, notamment sur les sessions multipages. Donc, quand un utilisateur va utiliser notre application et naviguer à travers des soft navigation, c'est-à-dire qu'il ne va pas charger des pages réellement, et dans toutes ces phases de navigation, on a une réactivité qui est meilleure qu'avec un site internet classique. On a également des interactions qui sont améliorées dans tous les éléments d'interface. On a également des échanges avec le serveur, entre le navigateur et le serveur, qui peuvent être mieux gérés parce que justement ces frameworks-là ont été pensés à la base pour permettre une réactivité et une connectivité importante avec toutes ces fonctionnalités qui reposent sur des API distantes. Mais c'est également et bien évidemment aussi faux. Et ça, c'est notamment faux parce que ces frameworks-là, ils reposent sur JavaScript et que JavaScript, tant qu'il n'a pas été exécuté, on n'a pas une application utilisable. Soit on a du SSR, donc un rendu côté serveur, ce qui fait qu'on aura une page qui sera visible, mais cette page-là, tant qu'elle n'aura pas été hydratée, donc ça veut dire tant qu'on n'aura pas téléchargé le JavaScript du framework et qu'on ne l'aura pas exécuté, on n'aura pas la possibilité d'interagir avec, et donc finalement on n'aura fait qu'une partie du chemin. On a, comme je le disais, un focus dans l'introduction ce matin. Je disais qu'on allait parler notamment se mettre au niveau du navigateur. Et c'est vraiment le travail que nous, on fait quand on fait de la web performance. L'objectif, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement dans le navigateur quand on va afficher notre SPA, en l'occurrence aujourd'hui. Et globalement, on a deux opérations qui sont particulièrement coûteuses dans le navigateur. La première, c'est l'exécution de JavaScript. Donc, tous les navigateurs disposent d'un moteur d'exécution de JavaScript. Ils sont de plus en plus performants, mais ils n'empêche qu'au fil des années, le volume de JavaScript a augmenté et au final, on se retrouve avec des temps d'exécution qui restent importants et notamment une consommation de ressources CPU qui reste importante. Et la deuxième opération la plus coûteuse pour le navigateur, qui est à mettre au même niveau, il n'y a pas de hiérarchie à ce niveau-là, mais la deuxième opération qui est également très consommatrice de ressources CPU, c'est tout ce qui concerne le rendu. Donc ça va être la transposition de fichiers HTML, CSS avec éventuellement du JavaScript qui va pouvoir venir modifier ça, mais cette phase de rendu nécessite beaucoup de calculs mathématiques, trigonométriques, etc., qui font que là encore, on va consommer dans le navigateur de l'utilisateur beaucoup de ressources CPU. Et donc, la problématique de ça, c'est que si on consomme beaucoup de ressources CPU, on va risquer de saturer les ressources CPU disponibles, ce qui va créer ce qu'on appelle des long tasks, du blocking time. Donc tout ça, c'est les moyens de maîtriser, de nommer finalement à partir du moment où le navigateur ne devient plus utilisable correctement. Et finalement, nos utilisateurs vont être pénalisés d'un point de vue expérience. Le site ne sera pas réactif, il ne sera pas utilisable facilement. Et donc, on aura côté métriques de performance des Core Web Vitals qui ne seront pas ouverts. Les Core Web Vitals, c'est les métriques qui ont été popularisées par Google et qui font référence aujourd'hui. On va avoir l'occasion de revenir plus en détail sur les trois métriques qui font référence. Donc je parle depuis tout à l'heure de volume de JavaScript. On a en l'occurrence trois grands frameworks qu'on retrouve assez globalement sur le web quand on conçoit des SPA, des single page apps modernes. On a React, on a Angular, on a Vue.js, mais il y en a également beaucoup d'autres. Tous ces frameworks reposent sur un certain volume de JavaScript. On a ici quelques exemples. Pour React, on a globalement un fichier gzip, donc compressé, qui fait à peu près 55 kilooctets, ce qui correspond à 180 kilooctets de JavaScript à exécuter.
puisque on peut également avoir d'autres algorithmes de compression. Ce qui va vraiment être le plus impactant, ça va être le temps d'exécution. Et globalement, ce qu'on constate, c'est que tous ces frameworks, ils ont quand même, on a besoin de télécharger beaucoup de JavaScript, d'exécuter beaucoup de JavaScript. Et c'est d'autant plus le cas que quand on parle de React, par exemple, on a bien souvent avec React des frameworks, des surcouches complémentaires telles que Next ou Redux. Et quand on va sur Vue, on a du Nuxt.js, etc. Donc finalement, on a systématiquement beaucoup de JavaScript à exécuter. Malheureusement, ce JavaScript, ce n'est pas le seul. Là, on avait nos frameworks avec le bundle de base, mais on va également avoir besoin de faire du routing, d'avoir de la gestion de l'internationalisation, toutes nos dépendances potentielles, nos polyfills pour supporter les navigateurs plus anciens, et bien évidemment tous les composants qu'on va avoir développés. Donc on augmente de cette façon-là encore de façon importante le volume de JavaScript, en sachant qu'il reste au final une dernière partie de code JavaScript qui a besoin d'être exécutée elle aussi dans le navigateur, tout ce qui est script tiers, hein, les third-party scripts, avec notamment notre cookie banner ou plateforme de gestion du consentement, la CMP, notre ou nos outils d'analytics, il y en a souvent beaucoup, notre éventuel outil d'AP testing, nos outils de reciblage publicitaire, etc., notre chatbot. Donc au final, on se retrouve avec des sites qui ont des centaines de kilooctets de JavaScript à exécuter, voire plutôt des milliers. On est davantage de l'ordre du mégaoctet quand on parle vraiment d'exécution de JavaScript sur des sites modernes. Or, la problématique, c'est que tout ça, ça prend du temps. Et comme je le disais, ça pose un problème pour nos nouveaux utilisateurs. Un utilisateur qui ne s'est jamais connecté sur le site, quand il va arriver, alors effectivement, on a beau avoir une application en React qui est moderne, etc., qui intègre toutes les API en termes de performance, il n'empêche qu'à la première connexion, lui, il a besoin d'aller télécharger son fichier JavaScript, de l'exécuter, et que donc, il va avoir une latence importante. Et en web performance, quand on dit que la première impression est la bonne, c'est des choses qui se vérifient vraiment. Hein, si on veut un site rapide, finalement, avoir un site rapide sur tout un chemin de navigation, c'est intéressant pour permettre au navigateur de naviguer sereinement et de se sentir bien. Mais en revanche, si on a un site qui n'est pas suffisamment rapide au premier chargement initial, d'autant plus pour un nouvel utilisateur, il y en a qui vont cliquer sur précédent, qui vont quitter la page parce que c'est trop lent pour eux. Donc la web performance, c'est en grande partie, en tout cas là où c'est vraiment le plus important, c'est sur la première connexion. Et c'est pour ça que tout ce qu'on va voir aujourd'hui, une grande partie de ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va vraiment se focaliser sur cet objectif qui est, en l'occurrence, d'avoir un site qui soit utilisable en moins de 2,5 secondes. Ça veut dire qu'on doit avoir téléchargé nos ressources critiques, toutes les ressources dont on a besoin pour notre application, téléchargées et exécutées, et l'utilisateur doit pouvoir interagir avec en moins de 2,5 secondes. Et ça se mesure, ces 2,5 secondes, c'est la métrique LCP, Largest Contentful Paint, au sein des Core Web Vitals, et c'est la métrique qui fait référence quand il s'agit de mesurer, du point de vue de l'utilisateur, le temps qu'on estime pertinent pour que que le site soit chargé, en tout cas que l'élément principal du site soit affiché. On a parlé de JavaScript, mais finalement, une SPA, à certains moments, on a besoin en tout cas de se reposer sur du HTML. Le HTML qui est le langage standard du web, la base. On en a besoin de notre HTML à deux moments cruciaux. Le premier, c'est au chargement initial de la page, puisque quand l'utilisateur va, via son navigateur, se connecter à notre application, ce qu'il va recevoir, ce n'est pas notre SPA, ce n'est pas le JavaScript, etc. C'est une page HTML dans laquelle on va retrouver les ressources critiques. Donc on a besoin du HTML au moment du téléchargement initial, et à ce moment-là, ça va poser ce sur quoi on va se focaliser par la suite, ça va être les problématiques de priorisation. Dans ce HTML, on a besoin de faire des choix techniques qui soient optimaux parce que ça va avoir énormément d'impact derrière. Et le deuxième moment où HTML est crucial, c'est bien évidemment au moment du rendu. J'en parlais tout à l'heure, quand on va devoir transformer l'ensemble de notre code, notamment le HTML, le CSS et éventuellement venir afficher nos composants avec du JavaScript. Mais à ce moment-là, ce qu'on va manipuler, c'est du DOM qui est du HTML. Et donc à ce moment-là, on va avoir des problématiques différentes qui seront davantage des problématiques de rendu. Avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, le rendu, c'est extrêmement coûteux en ressources CPU. Donc là, il y a aussi des moyens d'améliorer la performance.
Donc première partie de la conférence se focalise sur les problématiques de priorisation, parce qu'on a constaté dans le cadre des audits qu'on fait qu'il y avait vraiment énormément de bonnes pratiques qui étaient assez mal maîtrisées. Et donc c'est essentiel de revenir sur certains fondamentaux. Et l'un de ces fondamentaux, c'est le chemin de rendu critique. Donc c'est une notion qui est assez ancienne. On en parlait déjà beaucoup au milieu des années 2000. On l'a un petit peu oublié dernièrement, et moi j'aime beaucoup revenir dessus parce que je trouve que ça permet vraiment de mettre en lumière ce qui est vraiment crucial, ce qui est essentiel dans la page, et donc de faire une priorisation optimale. Et donc comme je le disais tout à l'heure, le premier élément clé pour afficher notre SPA, c'est pas notre JavaScript ou notre CSS, c'est la page en elle-même, notre fichier HTML dans lequel on va avoir le code qui va appeler l'ensemble des ressources JavaScript, mais aussi notre CSS et d'autres ressources. Ce HTML-là, on a besoin de s'assurer qu'il soit affiché, enfin, qu'on le récupère le plus rapidement possible. La deuxième ressource qui est la plus importante, ce n'est pas encore notre JavaScript en lui-même, ça va être la feuille de style. Donc tous les styles pour afficher notre application. On a besoin que ça se soit disponible au moment où on va afficher l'application pour être certain qu'elle s'affiche le plus rapidement possible. Et le troisième élément, cette fois-ci, c'est tous les JavaScript de notre framework, le cœur, les différents modules, etc., qui eux aussi doivent être priorisés, notamment par rapport à tout ce qui ne fait pas partie de ces trois ressources-là. Puisque dans une page, on a des images, on a des fichiers de police, on a différentes ressources qu'on va appeler. Il faut s'assurer que, en tout cas, au niveau, dans les trois premières ressources, on respecte cet ordre-là. Et il y a une notion qui apparaît à deux reprises, si vous avez remarqué, il y a la notion de preload scanner. C'est un outil qui est intégré au navigateur et qui permet très tôt, donc quand le navigateur va recevoir le fichier HTML, il va lancer ce petit outil qui va aller scanner l'intégralité de la page, identifier dedans toutes les ressources clés, toutes les ressources qui sont identifiées. Donc je parlais d'images, de police, de JavaScript, de CSS, etc. Et toutes ces ressources-là, il va les mettre en queue. Donc ça veut dire que très tôt, même si on a la page qui est bloquée pour une raison ou une autre, on va voir quelles sont les raisons qui peuvent bloquer une page, mais même si la page est bloquée, le navigateur très tôt, il va être capable d'identifier toutes les ressources pour pouvoir commencer à les mettre en file d'attente et à les télécharger. Donc ce preload scanner, nous, on va en reparler à plusieurs reprises parce que c'est un outil qu'on doit absolument mettre à profit, qu'on doit utiliser dès qu'on peut pour accélérer tout le téléchargement de nos ressources critiques. Donc j'ai dit tout à l'heure que le CSS, c'était la deuxième ressource la plus importante. Je pense que pour certains, ça ne vous paraît pas forcément évident. On peut se dire, bah, c'est une application JavaScript. Pour moi, c'est le JavaScript qui est le plus important et le CSS, ça vient après. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, notamment pour des aspects de performance, bien évidemment. On doit s'assurer que notre fichier CSS il soit identifiable par le preload scanner. Donc ça veut dire qu'il soit appelé dans une balise classique link rel style sheet. Et ça, c'est notamment intéressant si on a du SSR, si on a un rendu côté serveur, puisque si on n'a pas notre JavaScript suffisamment tôt, on va récupérer une page, mais qui ne sera pas mise en forme correctement. Donc le SSR, il doit être accompagné systématiquement de sa feuille de style. Et l'autre raison pour laquelle on doit absolument avoir notre CSS rapidement, c'est une raison davantage de performance, là, et qui touche exactement au sujet qu'on aborde aujourd'hui, qui est que si jamais on récupère notre feuille de style un peu tard, notamment pendant ou après l'exécution des JavaScript, on va risquer d'avoir ce qu'on appelle des recalculs de style. Ça veut dire que le JavaScript il va s'exécuter, il va commencer à afficher des éléments, des composants, et en parallèle, on va avoir notre CSS qui va venir s'appliquer. Et la problématique, c'est que on va surconsommer des ressources CPU puisqu'on va commencer à afficher la page avec certains styles et que quand on va récupérer notre feuille de style, on va venir écraser ces styles-là et le navigateur va effectuer des recalculs, des repaint, des reflows, etc. qui sont très coûteux. Et l'autre problématique qui est très liée à ça, c'est que du fait qu'on ne récupère nos styles que trop tardivement, on va risquer d'avoir ce qu'on appelle des layout shifts, c'est-à-dire qu'on va avoir des éléments qui vont se décaler dans la page, qui vont venir se pousser les uns les autres parce qu'ils vont récupérer leur style définitif plus tard. Et donc ça, c'est problématique aussi. Côté Core Web Vitals, c'est la métrique qu'on appelle CLS, Cumulative Layout Shift, qui calcule la somme de tous ces décalages en pixels dans la page dans une certaine fenêtre de temps. Donc on veut absolument éviter ça. C'est problématique d'un point de vue expérience utilisateur et c'est problématique pour ce qui remonte côté Google notamment, dans des outils comme la Search Console, donc dans les données terrain. En sachant ça,
Voilà pourtant le type d'implémentation qu'on croise régulièrement dans le cadre d'audit. Donc ça, tout ce que je présente aujourd'hui, c'est tiré de cas concrets qu'on a croisés récemment. Et en l'occurrence, là, c'est des très gros sites, vraiment des sites à très forte fréquentation, avec une grosse notoriété. Donc on constate ici, si on se focalise sur le volet CSS, qu'on a une feuille de style vers une Google Fonts. Ensuite, on a notre feuille de style principale, styles.css, avec un petit hack, un media print et puis un petit hack JavaScript qui fait qu'au moment où la feuille de style est téléchargée de façon asynchrone, elle va venir s'appliquer. Et c'est globalement tout ce qu'on a dans cette partie-là. Donc on va dire que le volet CSS est plutôt simple. Et pourtant, il y a des erreurs, des problématiques assez importantes. Et donc ce qu'on devrait avoir idéalement, c'est plutôt ça. Donc c'est assez subtil au niveau des différences. Hein. Si vous vous focalisez toujours sur la partie feuille de style, on constate que ça a un petit peu bougé, qu'il y a un pré-connect qui est apparu. Mais globalement, c'est assez proche. Hein. Et ce qui a changé finalement, c'est pas grand-chose. Et c'est ce pas grand-chose qui fait toute la différence. Donc, si on regarde concrètement les modifications qui ont été faites, on avait initialement une Google Font, donc une feuille de style Google Font qui était appelée et qui était appelée avant, si on regarde ici, qui était appelée avant notre feuille de style principale. Quand on a une ressource qui est appelée de cette façon-là, c'est une ressource qui est synchrone, ce qui veut dire qu'elle va bloquer le rendu de la page. Le fait de mettre cette feuille de style avant notre feuille de style principale, ça veut dire que tant que cette dernière n'a pas été téléchargée et parsée par le moteur CSS, il ne se passera rien, la suite de la page ne sera pas affichée. Donc c'est extrêmement problématique puisque cette feuille de style, elle est distante. Ça veut dire qu'on va devoir se connecter à ce domaine-là pour la télécharger. Et donc se connecter à un domaine distant, à un domaine tiers, hein, quand on est dans un navigateur, ça veut dire passer par les 3 étapes de connexion, la résolution DNS, la connexion initiale, la négociation SSL, et tout ça, c'est des étapes qui prennent en moyenne entre 650 millisecondes et 1 seconde. Donc ça veut dire que finalement, avec ça, avec cette feuille de style qui est à cet endroit-là, on vient mécaniquement retarder l'affichage de notre page de 650 millisecondes à 1 seconde. Dans ce qu'on a fait, nous, on voit qu'on l'a passé après. Et qu'on l'a passé finalement, on a modifié le comportement pour faire en sorte que ce soit cette feuille de style distante qui soit asynchrone. Mais en revanche, on a fait le contraire. Notre feuille de style principale qui, elle, était en asynchrone, qui utilisait un petit hack qu'on retrouve beaucoup, qui fait même partie des recommandations du cœur de certains frameworks, elle, on l'a passée en synchrone. Parce que justement, si on l'avait laissé en asynchrone, on se retrouverait exactement avec les problématiques que j'expliquais tout à l'heure, qui sont des surchargements de style et des risques d'avoir des layout shifts. Donc on doit avoir notre feuille de style synchrone, quitte à bloquer le rendu. S'il y a une ressource dans la page qui doit être bloquante pour le rendu, c'est notre feuille de style principale. Ensuite, on a déplacé un petit peu. On remarque ici qu'on avait nos feuilles de style qui étaient appelées assez basses dans le header, dans la partie head. On les a déplacées plus haut et on a repassé pas mal de balises, notamment les balises méta et d'autres balises de liens plus bas. Pourquoi on a fait ça? Parce que on a des recommandations là aussi, notamment un outil d'un confrère qui est Rick Viscomi, qui est expert en web performance, qui a développé cet outil qui intègre toutes les bonnes pratiques. Ça s'appelle head.js et globalement l'idée c'est que on doit respecter un certain ordre dans les balises qui sont dans notre en-tête head si on veut s'assurer que le site soit chargé le plus rapidement possible dans l'ensemble des navigateurs. Puisque tous les navigateurs ne fonctionnent pas pareil, il y en a certains dans lesquels si on a des balises qui sont l'une après l'autre, on peut se retrouver là encore avec des situations de ressources qui vont être bloquées au téléchargement. Donc c'est extrêmement important de respecter cet ordre-là. Et en l'occurrence, là, si on regarde ce qui doit être fait, on doit avoir notre balise meta charset, notre balise meta viewport, notre title, et après ça, dès ce niveau-là, on doit avoir nos feuilles de style avec éventuellement, si on a des ressources int de type préconnect. Et le dernier point qui a été modifié, c'est justement ce préconnect dont je parle là, qui n'était pas présent au départ. Nous, on a passé notre feuille de style Google Fonts en chargement asynchrone, hein, avec ce petit hack JavaScript, avec l'événement onload. La problématique, c'est que si on fait ça, ça dépriorise mécaniquement notre feuille de style, donc elle va être téléchargée plus tard. Mais nous, on sait que cette feuille de style, elle va elle-même appeler un fichier de police, idéalement en WOF2. Et donc, ce qu'on a fait avec ce préconnect, c'est qu'on a anticipé la connexion au domaine sur lequel vont être hébergés nos fichiers de police. Ce qui fait qu'on retarde un petit peu le téléchargement de la feuille de style, mais qu'on accélère un petit peu le téléchargement des ressources qui sont appelées dans cette feuille de style pour finalement limiter l'impact sur le temps de chargement.
Et on notera au passage que là, on a fait ça de cette façon-là, mais que idéalement, si on veut avoir un site rapide, on ne doit pas avoir de Google Font ou de police hébergée sur un domaine distant. Ça peut être du Typekit, ça peut être même sur un sous-domaine différent. Si on veut avoir un site rapide, les fichiers de police doivent être hébergés sur le même domaine pour éviter justement ce dont on parlait tout à l'heure, qui est le passage par des étapes de connexion avec des latences supplémentaires. Est-ce qu'il est possible d'aller plus loin sur ce volet CSS finalement pour supprimer je disais que s'il y avait une ressource qui devait rester, qui devait rester bloquante pour le rendu, c'était notre CSS. Idéalement, dans un monde idéal, on devrait avoir des pages sans ressources bloquantes pour le rendu. Et là, c'est optimal. C'est possible. C'est possible notamment si on peut passer le CSS directement en inline, donc c'est-à-dire qu'au lieu d'appeler une feuille de style distante externe, on va appeler notre CSS dans une balise style. Ça, c'est jouable si on a un volume de CSS qui est maîtrisé, une vingtaine, une trentaine de kilooctets maximum. Il ne faut pas que ça représente une partie trop importante de la page en elle-même. Il y a des techniques intermédiaires qui sont pertinentes, notamment la découpe, d'avoir du CSS critique pour tout ce qui est dans le viewport initial, dans la zone visible de la page au chargement, versus une feuille de style externe pour tout le reste. Et donc là, on peut avoir une découpe dans laquelle on va avoir en CSS critique tout notre système de grilles, la gestion des polices, etc. Et on va avoir dans un second temps des feuilles de style, une ou plusieurs feuilles de style complémentaires qui vont venir charger les styles pour des éléments qui sont plus bas dans la page. Mais ça demande un travail plus important. Et là, il faut faire attention à ne pas avoir trop de surchargement. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire une séparation pour éviter d'avoir des redondances, puisque si on a des redondances, on va avoir le risque d'avoir des recalculs de style à nouveau. L'objectif, c'est de ne pas écraser le style de nos éléments visibles dans le DOM. Et la dernière technique qui peut être utilisée, qui est la plus efficace, mais qui est aussi la plus complexe, c'est d'utiliser des fonctionnalités de type Use CSS ou Remove Unused CSS, où on va finalement, avec un niveau de granularité très fin, aller identifier les éléments dont on a besoin dans la page, les composants, etc., et les intégrer, là encore, en inline. Donc ça peut être fait, il y a des outils qui existent. Là, on parle de Purge CSS, qui est compatible avec React et d'autres frameworks populaires. Ces outils-là peuvent être vraiment mis à profit, intégrés dans la stack de build, dans le build, dans le process de build, pour faire en sorte d'avoir uniquement le CSS utilisé, avec un impact très, très positif sur les temps de chargement. Notre troisième ressource la plus importante, c'est notre JavaScript, donc le JavaScript de notre SPA. On y arrive, c'est logique qu'il soit quand même en position assez élevée, puisque comme on disait tout à l'heure, tant qu'il n'a pas été téléchargé et exécuté, notre page en elle-même, elle ne sert pas à grand chose. À la limite, elle peut afficher des informations s'il y a un rendu côté serveur, mais en tout cas, si l'utilisateur a besoin d'interagir avec, il ne pourra pas. Et donc, on a besoin absolument que tout ce JavaScript ait été à la fois téléchargé et exécuté pour que tout fonctionne de façon optimale. Voilà, comme pour la partie CSS, sauf que cette fois-ci, on a un focus sur le JavaScript. Voilà pourtant le genre d'implémentation qu'on croise régulièrement. Si on se focalise sur la partie JavaScript, on constate qu'on a dans l'entête un appel d'un Google Tag Manager, très classique, un conteneur qui a été posé là, et qu'on a dans la partie basse, donc après notre application, l'appel d'un chatbot distant, et ensuite on a nos modules, les JS de notre SPA. Et donc ça, il y a plusieurs problématiques à ce niveau-là, puisque ce qu'on devrait avoir idéalement, c'est ça. Donc là encore, il n'y a pas énormément de modifications. On constate qu'il y a des éléments qui ont changé de place. On constate qu'on a des attributs qui ont été rajoutés. On va les présenter. Et on constate qu'on a aussi un preload qui a été rajouté dans l'entête. Mais qu'en revanche, tous les scripts ont été basculés dans la partie la plus basse. On n'a plus aucun appel de script dans l'entête de la page en elle-même. Et donc finalement, ces différences subtiles, elles font une différence là encore qui est énorme. Ce qu'on a modifié par rapport à la version initiale, c'est qu'on a passé tous les JavaScript tiers, donc tous les scripts qui ne font pas partie de notre bundle JavaScript, on les a passés après le framework, donc on les a déplacés dans notre code HTML et on les a passés en diffère. Le diffère, ça permet de s'assurer que nos scripts ils sont exécutés de façon asynchrone, mais qu'ils ne vont pas bloquer le rendu au chargement. Et ça va aussi permettre de respecter l'ordre des éléments dans la page et donc finalement d'exécuter notre JavaScript, le JavaScript de notre bundle, de notre framework en premier.
Ensuite, on les a dépriorisés. Je parlais d'un attribut. L'attribut qu'on a utilisé, c'est l'attribut Fetch Priority, qui fait partie d'une API qui est disponible depuis un peu plus d'1 an, l'API Fetch Priority. Elle est hyper intéressante côté performance, puisque simplement en ajoutant cet attribut associé à une valeur high ou low, on va pouvoir venir modifier la priorisation au niveau du navigateur. Le navigateur, lui, il a des ressources internes qui lui permettent, il a sa propre heuristique qui lui permet de savoir comment il doit prioriser les ressources. Là, on peut lui dire dépriorise d'un cran telle ressource ou surpriorise telle ressource. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a surpriorisé les JavaScript de notre framework et qu'on a dépriorisé les JavaScript à la fois de notre chatbot et de notre Google Tag Manager. Et finalement, notre chatbot, initialement, il était chargé de cette façon-là, donc juste avant nos JS principaux, et il était dépourvu d'attributs async ou diffère. Quand on a un script qui est appelé de cette façon-là, avec sa source uniquement, il est bloquant pour le rendu. Ça veut dire qu'on se retrouve exactement dans la même situation que pour notre fichier de Google Fonts de tout à l'heure. Tant que ce JavaScript-là n'aura pas été téléchargé et exécuté, il ne se passera rien, et notamment le JavaScript de notre SPA ne sera pas exécuté. Et ça, c'est extrêmement problématique. Donc l'objectif, c'est vraiment de s'assurer qu'on n'ait pas d'éléments qui bloquent comme ça l'exécution de nos scripts critiques, puisque là, on retarde à nouveau les 650 millisecondes à une seconde de latence pour la connexion à un domaine tiers. Elles peuvent venir se compléter. On peut avoir plusieurs fenêtres de retardement de cette façon-là qui font qu'en cumulé, on peut se retrouver, si on a plusieurs JavaScript tiers, on peut se retrouver avec des latences vraiment importantes sur l'affichage de notre application. Et ce qu'on a fait pour terminer, c'est qu'on a utilisé une famille d'outils qui est les ressources ints, qui permettent d'anticiper la connexion ou le téléchargement de ressources. Et on a utilisé un préchargement, un preload, pour venir, donc je vais revenir dessus ici, pour venir anticiper le téléchargement d'un chunk, donc d'une partie de code dont on va avoir besoin par la suite. Ce code-là, il est appelé par le main.js, par exemple. Nous, on sait que c'est un composant, un élément dont on va avoir besoin sur toutes les pages. Donc, plutôt que de laisser le navigateur attendre d'avoir exécuté notre fichier main.js, d'avoir identifié qu'il va avoir besoin de telle ressource pour lancer le téléchargement et ensuite l'exécuter, on va commencer à le télécharger dès le départ. On lui a mis un fetch priority high. Comme ça, le navigateur sait dès le départ qu'il faut qu'il télécharge cette ressource avec une priorité élevée. Et au moment où elle va être appelée, elle pourra être exécutée immédiatement. Donc on aura beaucoup moins de latence à ce niveau-là. Est-ce qu'il est possible d'aller plus loin sur ce volet JavaScript ? L'idée, c'est que j'ai présenté le preload scanner tout à l'heure. Cet outil-là, comme je le disais, il est vraiment puissant. Et l'idée, c'est que tout ce qu'on peut mettre en HTML dans notre page initiale, donc avant même l'exécution de l'application en elle-même, là je parle vraiment du code HTML, tout ce qui est présent à ce niveau-là pourra être identifié beaucoup plus tôt par le navigateur et donc téléchargé plus tôt. Et c'est pour ça qu'on a mis un préchargement, puisque ça permet au navigateur, là, les balises link, rel, preload, elles sont identifiables par le preload scanner. Donc ça, c'est vraiment l'idée clé, c'est que toutes les ressources critiques, toutes celles qu'on doit prioriser, on doit utiliser des ressources ins ou les intégrer directement en dur avec des tags, avec des balises HTML standards pour que le preload scanner puisse faire son travail. Et la solution pour finalement être certain que notre JavaScript va être correctement priorisé, c'est de déprioriser. Alors c'est un peu contre-productif, mais l'idée c'est que tout ce qui n'est pas strictement critique, on va le déprioriser. Et pour ce faire, on utilise des outils de report d'exécution. C'est-à-dire que notre Google Tag Manager et notre chatbot, on n'a pas besoin qu'ils soient exécutés au chargement de la page. Ils sont moins critiques que notre framework, donc on peut se permettre d'attendre par exemple que l'utilisateur commence à interagir avec la page, à scroller, à cliquer, etc. pour les télécharger. Ou on peut mettre en place un bet set timeout de 2, 3, 4 secondes en se disant, bah, OK, après le DOM content loaded, on peut laisser une petite fenêtre pendant laquelle nos scripts ne seront pas présents, c'est pas problématique. Et on peut aussi télécharger ces scripts-là un petit peu plus tard. Par exemple, si on a un code qui est exécuté en bas de page ou dans une certaine partie de la page, on peut utiliser par exemple utiliser l'API Intersection Observer pour venir charger nos scripts au moment où son utilisation deviendra pertinente plutôt qu'au chargement initial. Et donc l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir ce gros volume de JavaScript, donc tous nos scripts first party plus tous les scripts tiers qui vont s'exécuter
en même temps, en tout cas dans la foulée, on va avoir plusieurs fenêtres d'exécution, ce qui fait qu'on va réduire mécaniquement le risque de venir saturer les ressources CPU disponibles et on aura un petit délai pendant lequel le CPU va pouvoir redescendre en consommation. Oui, il y a une API qui est hyper intéressante en complément, qui est l'API Request Idle Callback. On peut l'associer. Je vais partager un petit exemple de code après. Elle est extrêmement pertinente dans le cadre de ce qu'on fait quand on optimise la performance et quand on fait de la dépriorisation, puisqu'elle permet d'exécuter du code uniquement quand le navigateur va disposer d'un volume de ressources suffisant. Donc quand on a assez de ressources CPU. Et on peut globalement, de cette façon-là, venir contrôler, s'assurer en tout cas que si on est déjà dans une phase de consommation CPU importante, ça limite très très fortement les long tasks et les risques d'avoir du blocking time. Oui, avant d'en arriver au code, une exception. Je parle depuis tout à l'heure des scripts tiers sans faire la moindre distinction. Il y a un script tiers qui est vraiment différent des autres, ou en tout cas qui doit être lui, au contraire, priorisé. C'est la CMP, donc la plateforme de gestion du consentement, la cookie banner. Pour des questions d'expérience utilisateur, on ne peut pas se permettre celle-là de la retarder. Ces problématiques, on la croise souvent, par exemple, appelée par un Google Tag Manager. Quand c'est comme ça, c'est problématique parce que ça veut dire qu'on ne peut pas retarder le Google Tag Manager puisque notre CMP est dedans. Donc la recommandation, là, c'est la CMP, de la placer, quand je parlais de placer les ressources clés, les ressources critiques dans notre code HTML d'origine, la CMP, idéalement, devrait être présente dans notre page d'origine, celle qui appelle les scripts de notre framework. Et de cette façon-là, elle sera identifiable, elle sera priorisable. Ce qu'on met là, si jamais elle est appelée par un tag asynchrone, ce qui est souvent le cas avec les CMP, on pourra mettre un préconnect vers les domaines éventuels. Généralement, les CMP utilisent 2-3 domaines différents. Donc on peut mettre en place des préconnects pour faire en sorte d'accélérer encore davantage l'affichage de la CMP. Et pourquoi tout ça c'est gênant? Parce que si elle s'affiche trop tard, quelques secondes après, d'un point de vue expérience utilisateur, ça risque de générer des frustrations. On est en train de commencer à lire un texte et on a une pop-up qui arrive au milieu. Cette interaction-là, elle doit intervenir le plus tôt possible. Et donc voilà l'exemple de code dont je parlais. Donc là, c'est un code fonctionnel qui est une version simplifiée de ce qu'on fait nous. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'avec avec un petit volume de JavaScript, on peut gérer de façon assez pointue le chargement de nos scripts tiers. On va utiliser, là on voit qu'on a un script type égale delay on interaction. Finalement, en remplaçant le type égale texte JavaScript par le delay on interaction, ce script-là va les identifier. On peut rajouter un attribut data delay si on veut manuellement mettre 1 seconde, 2 secondes, etc. Et ensuite, il va, de façon intelligente, commencer à télécharger les scripts au moment où l'utilisateur va interagir avec la page, mais avec une limite de 5 secondes. Donc, c'est-à-dire si l'utilisateur n'a pas interagi dans les 5 secondes, il va le télécharger quand même. Il va également mettre en place de façon dynamique des préchargements, des préloads, pour commencer à télécharger les ressources dynamiquement dès le début, mais les exécuter plus tard. Et il va, au final, utiliser également l'API Request Idle Callback pour s'assurer qu'il va exécuter les scripts, même si on a mis 1 seconde, imaginons qu'on a mis un chargement dans 1 seconde. Si dans 1 seconde, on a un gros volume de JavaScript qui est déjà en cours d'exécution, grâce à Request Idle Callback, il va pouvoir retarder un petit peu l'exécution de notre script. Et donc ça, c'est extrêmement efficace. Finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure. En faisant ça, on va réduire très fortement le volume de code exécuté au chargement initial et laisser un petit peu notre SPA respirer pour permettre à l'utilisateur une première interaction plus rapide et avec moins de choses inutiles ou en tout cas secondaires pour lui qui sont en cours d'exécution. On est dans un environnement web. Encore une fois, on a beau être sur des applications qui sont conçues en JavaScript, qui vont générer dynamiquement nos composants, etc., qui vont être hydratés de façon dynamique. Côté serveur, on a toujours des technologies assez classiques, ce qui est une chance, puisqu'on a des outils côté serveur qui sont très peu souvent mis à contribution sur des SPA. L'un des outils qui peuvent permettre d'améliorer de façon vraiment très importante la performance
toujours sur cette première connexion, c'est les entêtes HTTP. On a une entête HTTP link qui permet d'intégrer des ressources ins. Donc on en parlait tout à l'heure, les ressources ins, hein, je disais que c'était des familles d'outils qui permettent d'anticiper la connexion à un domaine ou d'anticiper le téléchargement de ressources avec les préloads. On peut, dans cette balise-là, c'est-à-dire directement dans les entêtes HTTP, indiquer au serveur quelles ressources vont devoir être téléchargées. Et il va pouvoir, le navigateur, démarrer le téléchargement de ces ressources-là avant même d'avoir reçu le body, le corps de notre page. Donc ça veut dire que là, si on lui envoie à notre navigateur, si on lui met un préchargement avec notre feuille de style et les fichiers de notre SPA, avant même d'avoir récupéré le HTML, il va démarrer le téléchargement et on va gagner quelques centaines de millisecondes sur l'exécution de ces ressources-là. Et donc oui, et donc ce que j'ai expliqué, c'est que comme c'est des ressources critiques, hein, elles sont sur le chemin de rendu critique, forcément, on va réduire l'impact de ce chemin, de cette zone critique sur le chargement de notre application. On a ici quelques exemples. Finalement, on voit que c'est une syntaxe assez simple, hein. On a notre ressource à laquelle on associe des attributs. Donc là, on a par exemple, si on se focalise sur la feuille de style, on a un link role preload et on précise que c'est une feuille de style. Et de la même façon, on a ensuite nos JavaScript avec un as égale script. Là où ça peut changer selon l'environnement, et c'est ce qu'on voit là, c'est dans la façon de venir rajouter nos entêtes, hein. On a, dans Nginx, on a le add header, dans Apache, on a notre header add link, et on peut également faire ce travail-là si on a un CDN. Là, on a mis pour Cloudflare, mais ça marche aussi avec du Akamai ou avec n'importe quel autre CDN. À partir du moment où on a la possibilité de venir faire des modifications dans ces outils-là, directement en proxy, on va pouvoir rajouter des headers en imaginant qu'on n'ait pas forcément accès à la configuration de notre serveur d'origine. Donc c'est vraiment très puissant. On a des gains vraiment significatifs, hein, en déployant ce type d'optimisation sans même avoir touché. Donc jusque-là, vous avez remarqué, on n'a même pas une seule fois parlé de ce qui se passe dans la SPA en elle-même, dans le JS, dans notre React, notre Angular ou notre Vue.js. On est vraiment resté sur les standards et sur la façon dont notre page d'origine est construite. Et déjà là, on a plusieurs secondes de gains potentiellement. En tout cas, dans nous, ce qu'on a fait, il y a des gains vraiment significatifs en termes de LCP notamment, et également en termes d'INP, Interaction to Next Pane, qui est la métrique qui mesure du point de vue de l'utilisateur tout ce qui est blocking time, long task. Donc on a moins de problématiques d'interactivité en déployant ce type d'optimisation. On a également un autre outil qui est lui encore plus puissant. C'est le code 103 Early Hints. C'est un outil qui vient en complément de notre entête HTTP link. Il en reprend la syntaxe, mais il fonctionne différemment puisque le 103, c'est un code HTTP. Donc ça veut dire qu'avant de recevoir notre code HTTP 200, en l'occurrence, si notre page elle est OK, mais on connaît le code HTTP 404, 500, etc. Le code HTTP 103, il est reçu par le navigateur. Donc c'est un code qui est échangé entre le serveur et le navigateur, et il est reçu encore avant même la page en elle-même. Donc c'est-à-dire que là, on vient se placer encore un cran avant. On a la possibilité de dire au navigateur, je vais avoir besoin de cette feuille de style et je vais avoir besoin de ces JavaScript-là. Commence à les télécharger avant même qu'il ait reçu les entêtes HTTP. Donc là, c'est extrêmement puissant. La contrepartie, c'est que ce n'est pas disponible dans tous les environnements serveurs. Ça nécessite d'avoir l'architecture qui permet de le faire. Et l'autre point qui peut être problématique, c'est que, étant donné sa puissance en termes de priorisation, si jamais on commence à télécharger à ce moment-là une ressource qui n'est pas réellement utilisée, imaginons qu'on change le nom de notre feuille de style, qu'on ait une variable derrière, etc. Si jamais ça change, ça veut dire qu'on va se retrouver à télécharger une ressource avec le niveau de criticité le plus élevé. On va consommer de la bande passante très tôt pour télécharger une ressource qu'on n'utilisera pas. Et là, ce sera extrêmement problématique puisque de cette façon-là, on va mécaniquement retarder de façon très importante l'affichage de notre page. Donc un outil vraiment à tester avant déploiement en production et à maintenir vraiment. Donc il faut vraiment mettre en place des routines, hein, pour s'assurer qu'on a toujours une correspondance exacte entre ce code 103 et ce qui est réellement utilisé en production côté ressources. On arrive maintenant à une deuxième partie
qui concerne les problématiques de rendu. Donc jusque-là, on s'est focalisé sur ce qui se passait avant que notre JavaScript soit exécuté, côté React, Angular, etc. Là, on va voir ce qui peut se passer en termes de problématiques de rendu après, donc une fois que notre code a été exécuté. Et là encore, c'est des problématiques, c'est deux petits use cases qu'on a croisés récemment, encore une fois, sur un gros site client. Et l'idée, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, la phase de rendu est extrêmement coûteuse et tout ce qu'on peut éviter côté rendu ou côté re-rendu, donc ça veut dire éviter de réafficher un élément déjà existant, ça fera des gains en termes de consommation CPU et donc une meilleure interactivité côté utilisateur. Donc là, en l'occurrence, on est sur un très gros site qui a deux en-têtes, une en-tête mobile, une en-tête desktop. Ça a été géré par deux composants distincts. Notre application, notre menu desktop, c'est un méga menu avec beaucoup d'éléments dedans. Et globalement, le menu mobile, il a le même nombre d'éléments, mais il est visuellement moins impactant. Et en gros, la problématique, c'est que ça a été géré avec des composants distincts. Ce qui veut dire que la logique, finalement, d'identification du device, elle est gérée côté JavaScript et qu'on va avoir un rendu distinct en fonction de si on est sur mobile ou sur desktop. Là, j'ai noté quelques points problématiques. C'est que déjà, une grosse partie de ce code est redondant. Finalement, on a deux menus différents à maintenir côté code, alors qu'ils partagent beaucoup de points communs. Et on a surtout une problématique puisque sur ce site-là, le client faisait du SSR, donc il avait un pré-rendu côté serveur, et que si on fait ça, sur la plupart des outils de pré-rendu, on n'a pas la possibilité de cibler spécifiquement du desktop ou du mobile, et que donc on va avoir une version qui sera la version d'origine. Et là, la problématique, c'est que, c'est le cas sur beaucoup de sites, le menu mobile n'occupe pas le même espace à l'écran que le menu desktop. Et finalement, la version qu'on avait côté SSR, c'était la partie mobile, donc on était sur du mobile first, ce qui est une bonne logique. Mais quand on était sur desktop, on avait systématiquement un gros layout shift puisqu'on avait une réhydratation du menu. En gros, on chargeait la page avec du SSR mobile. Et là, une fois chargé, le Angular, en l'occurrence, disait on est sur une version desktop, je vais afficher le menu desktop. Et donc, il venait réintégrer le DOM, réhydrater cette partie-là. Et on avait un gros décalage. Ça venait pousser la page de plus de 100 pixels vers le bas. Et donc, c'était une grosse problématique qui était identifiée côté Google comme du CLS, comme du Cumulative Layout Shift. Et donc, à la fois les clients, les visiteurs du site étaient pénalisés, avaient une mauvaise expérience utilisateur, et la performance était identifiée comme mauvaise par Google. Donc l'idée là, c'est qu'on doit pouvoir se reposer. Ça fait très longtemps, les problématiques de gestion des menus mobiles versus desktop, ça fait longtemps qu'on sait les gérer avec du responsive CSS, avec des media queries. C'est pas parce qu'on a à disposition des outils et des techniques qui permettent de gérer ça côté JavaScript qu'il faut forcément les utiliser. CSS restera systématiquement beaucoup plus puissant que n'importe quel JavaScript, même si, encore une fois, il y a eu de gros efforts qui ont été faits par tous les éditeurs de framework, qu'il y a eu des API qui ont été intégrés, etc. Manipuler du DOM, c'est moins coûteux que ça l'était il y a 5 ans, mais ça reste toujours plus coûteux et toujours nettement plus coûteux que de se reposer sur les standards côté CSS, comme on peut les utiliser sur d'autres frameworks non JavaScript. Et le deuxième cas de figure qu'on a croisé, toujours sur une partie menu, c'est qu'on avait, quand on naviguait dans cette ESPA, on avait donc des soft navigation, donc des navigations simulées, et finalement on avait un élément dans le menu qui changeait à chaque fois pour identifier on est à tel endroit, on est sur telle page. C'était un simple changement visuel de couleur pour dire voilà, la page active, c'est celle-là. Or, on avait sur chaque page une régénération complète du menu à chaque fois qu'on changeait, qu'on faisait une nouvelle vue. Ce qui était extrêmement problématique puisque ça a généré beaucoup de problématiques de consommation CPU. C'était un gros menu et avec des problématiques qui étaient matérialisées par un INP particulièrement élevé, donc au-dessus des 200 millisecondes. Donc encore une fois, la logique est vraiment la même. C'est pas parce que on a la possibilité simplement en changeant un statut ou une propriété dans notre composant de le réafficher comme on veut qu'on doit systématiquement se reposer sur ces mécanismes-là. On a ici un petit exemple côté CSS de ce qu'il est possible de faire pour finalement avoir le même
résultat visuel. En utilisant ce type de technique de ciblage avec des sélecteurs CSS composés, on peut venir modifier visuellement notre menu principal, par exemple, mais c'est valable de façon plus générale, et retrouver du point de vue de l'utilisateur, un fonctionnement très similaire. Et dans ce cadre-là, on aura eu juste un petit repaint de la zone en question, plutôt qu'une manipulation de DOM en JavaScript, avec la suppression et la réinsertion d'un gros volume de DOM. Et on arrive bientôt à la fin. J'ai préparé une dernière petite checklist, puisque là, on a vu globalement comment on pouvait concevoir idéalement comment on pouvait intégrer notre SPA côté HTML. On a vu comment deux petits cas d'usage qui malheureusement ont un impact significatif dans la SPA en elle-même. Et on a ici quelques points de vigilance qui vont permettre, une fois le site passé en production, de s'assurer qu'on va bénéficier de tous les outils que le navigateur est capable de mettre à profit pour avoir un temps de chargement le plus réduit possible. En l'occurrence, alors c'est des choses qui parleront certainement à certains d'entre vous, mais on a croisé, nous, des sites avec d'un côté des SPA très modernes, etc., conçus vraiment de façon optimale, tout en ayant une configuration serveur qui ne respecte même pas ces quelques points, ce qui fait qu'on va mécaniquement avoir des ressources plus lourdes à télécharger, plus longues, des délais de connexion supplémentaires. Donc là, les quelques points, c'est s'assurer qu'on est en HTTP 3, idéalement, ce qui va accélérer le téléchargement des ressources, côté parallélisation. S'assurer qu'on supporte TLS 1.3, donc pour améliorer les temps de connexion sur la couche SSL, avec de l'OCSP stapling, donc petite configuration, pour servir le certificat de l'autorité d'émission en parallèle. Et dernier point, s'assurer idéalement qu'on compresse les ressources avec l'algorithme Brotli, plutôt qu'avec du gzip, puisque là on aura des gains, une réduction du poids de nos ressources de 25 à 30% juste en activant ça sur le serveur. Donc ça réduira l'impact si on a une feuille de style bloquante sur le chemin de rendu critique. Si elle fait 20 kilooctets en gzip, elle ne fera plus que 15 kilooctets compressés en Brotli. Donc on aura mécaniquement un gain assez conséquent sur le temps de chargement et sur le LCP. Merci à tous. Ouais. Y a-t-il des questions? Oui. Ok. Oui. Alors, la question, c'est quand on met le CSS avant les fontes, est-ce que ça génère des layout shifts? Oui. Alors, il faut que les polices aient été priorisées. Là, on avait un exemple où on avait une Google Font. Quand on appelle des Google Fonts, on ne peut pas connaître l'URL du fichier de police en lui-même. Je disais tout à l'heure, très rapidement, j'ai dit il faut un fichier de police en WAF2 idéalement. On ne peut pas connaître l'URL de ce fichier de police. Et c'est pour ça que je disais que si on veut avoir un site rapide, on doit héberger les polices localement, parce que ça permet de mettre en place notamment un préload, un préchargement. Donc on doit précharger les fichiers de police, ce qui fait qu'on n'aura pas ce layout shift, puisque les fichiers auront déjà été téléchargés, vu que le CSS est téléchargé plus tard. Donc oui, effectivement, complètement. On doit mettre en place des préchargements sur les fichiers de police locaux. Oui. Ok. Alors, ce qu'il explique, c'est qu'on peut utiliser, on a en CSS des propriétés Ascent Override enfin, quelques propriétés CSS qui permettent de générer des polices virtuelles où en gros on va prendre une save font, par exemple, on va dire prends la Arial et finalement modifie la taille et l'interligne de cette Arial pour faire en sorte qu'elle occupe le même espace à l'écran que ma Ruby, que ma Roboto, etc. Et en faisant ça, en ajoutant cette font de fallback dans notre déclaration font family, en la mettant en seconde position, on n'aura plus du tout ces layout shifts. Effectivement, ça fonctionne très bien. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, merci à tous. N'hésitez pas à laisser une petite note, une remarque, c'est toujours bien pour aider à s'améliorer.
Merci.